Alors merci à tout le monde d'avoir bravé les intempéries, parce que cet après-midi c'est quand même assez exceptionnel à Paris. Donc nous allons progresser dans notre journée débat en abordant, en faisant un focus sur les politiques, le monde politique, au travers des réactions des partis politiques et des institutions dans cette problématique du harcèlement qui a défrayé la chronique ces derniers mois en France avant, et de manière antérieure au Parlement européen. Donc on va commencer par faire intervenir les personnes représentant des partis politiques, notamment le parti EELV, au travers de Sandra Rigol, qui est secrétaire nationale adjointe de EELV. Donc j'aurais dû commencer par chacun, j'aurais dû commencer par présenter tout le monde. Donc tout au bout, nous avons Florence Faye, qui est secrétaire générale du syndicat des collaborateurs parlementaires, UNSA, USCP. Donc, ensuite, Sandra Rigol, qui est secrétaire nationale adjointe de EELV. Elisabeth Morin-Chartier, qui est eurodéputée premier questeur au Parlement européen, qui s'occupe notamment du comité de lutte, qui le préside d'ailleurs, le comité de lutte contre le harcèlement au Parlement européen. De l'autre côté, nous avons Juliette Clavière, qui est experte auprès de la Fondation Jean Jaurès et qui a beaucoup travaillé sur ces problématiques de harcèlement, en mettant en relation les parlements, ce qui se passait en France, au Parlement français et au Parlement européen. Rachid Temal, qu'on ne présente plus, mais qui est coordinateur du PS et sénateur du Val d'Oise. Et Roxane Lundy, j'espère que je prononce bien, qui est du mouvement des jeunes socialistes. Donc, pour commencer, Madame Rigol, on va faire un petit peu le bilan de ce qui se passe chez EELV et un petit peu ce qui, au travers, depuis quand il y a une évolution sur cette thématique-là chez les écolos, et comment vous avez vu progressivement la prise de conscience et la réaction de votre propre parti par rapport à cette problématique. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des violences sexuelles, on était... grâce au travail de nos camarades un peu en première ligne, et face aux cas et aux annonces de violences sexuelles, la première réaction de l'essentiel des militants et du champ politique, c'est une réaction épidermique. Parce qu'en fait, accepter que le gendre idéal soit en fait un meurtrier de sang-froid, accepter que l'homme politique connu, reconnu et affable soit en fait un violeur, accepter que le patron, le collègue de boulot, soit en fait un harceleur, c'est quelque chose qui ne rencontre pas une évidence. Ça crée même une dissonance cognitive dans nos têtes. Comment est-ce qu'on ne l'a pas vu? Comment est-ce que c'est possible que ça existe et qu'on ait été incapable collectivement de s'en apercevoir et d'agir contre ça? C'est la première réaction. Et face aux violences sexuelles, ce qui complique l'acceptation par les organisations, c'est qu'il s'agit de comprendre et d'accepter aussi que nous avons toutes et tous une responsabilité, j'insiste sur le terme de responsabilité, à la fois individuelle et collective, dans le fait que ces crimes aient pu être commis proche de nous, à côté de nous, dans nos organisations. C'est valable dans toute la société, mais c'est encore plus évident quand on est dans un collectif fermé comme celui d'un parti politique. Parce qu'il y a tous les cas dont on a entendu parler, sans trop savoir qui, sans trop savoir quand, et puis il y a tous les cas dont on aurait dû parler, même sans trop savoir qui, même sans trop savoir quand. Mais il y a aussi quelque chose qui est évident, et je vais le dire crûment, la classe politique française a beaucoup plus de facilité à stigmatiser le prétendu rapport aux femmes des musulmans ou des pauvres que de s'interroger sur ses propres facteurs, sur ses propres hypocrisies qui sont elles tout à fait structurelles. Dans les pays nordiques, pourtant, les choses sont beaucoup plus simples. Les choses sont beaucoup plus évidentes. Lorsqu'une personne est accusée de harcèlement sexuel, et qu'elle est dans la vie politique, qu'elle a le devoir d'exemplarité d'une personnalité politique, personne ne se pose de questions. La personne démissionne, se met en retrait, et il n'est nul besoin d'insister ou de tergiverser pour que cela se fasse. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour une raison toute simple et qui devrait nous paraître à toutes et tous évidente, c'est que c'est le respect des victimes qui prime. Que la personne soit ou non coupable, c'est le respect des victimes qui prime. En France, on en est encore loin. On en est même extrêmement loin. On en est encore au stade où la société réagit comme la loi.
C'est-à-dire que c'est à la victime de faire la preuve de son préjudice. C'est l'un des seuls rares cas où la victime doit faire preuve de son préjudice. Et en plus, elle doit le faire dans les temps. Et ces temps sont comptés. Du coup, on arrive à une situation qui est folle. Un violeur peut voir son crime prescrit, tandis que le traumatisme de la victime, lui, ne le sera jamais. Et c'est la réalité à laquelle on doit faire face. Donc face aux diverses révélations, pour semer le doute, parce que nous sommes dans des partis politiques, qu'il y a des enjeux électoraux, qu'il y a des enjeux d'écurie, on cherche souvent à nous imposer un faux dilemme. On voudrait nous faire croire qu'il faudrait opposer le principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire l'égalité face à la loi, et le principe de ce qui fonde nos engagements, à savoir la protection des victimes. Il n'y a rien de plus faux que cette opposition. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Parce que prétendre cela, c'est faire comme si l'un se faisait au détriment de l'autre et faire comme si les victimes allaient contre la loi. Le gouvernement, lui, quand il s'est retrouvé par 2 fois, très récemment, face à cette situation, ne s'est posé aucune question. Il a tranché très vite et dans un seul sens, celui du plus fort. Il a tranché en solidarité de classe, en solidarité de genre, et j'ai envie de rajouter aussi, au sens sociologique du terme, en solidarité de race. Il a tenté d'imposer, par une stratégie de communication bien huilée, qui serait partie en 2 heures de temps entre un désamorçage et le témoignage de soutien du président et du Premier ministre, il a tenté d'imposer sa réalité, qui serait que les accusés seraient forcément innocents. Ils ont fait ceci au détriment de la parole des victimes, sans l'entendre. Je ne dis pas que Darmanin et Hulot soient forcément coupables. Je dis juste qu'on ne peut pas les décréter totalement innocents au plus haut sommet de l'État tant qu'on n'a pas écouté les victimes. Parce qu'il faut le rappeler aussi, quand une victime parle, le seul fait de parler, quel que soit le statut des oppressions qu'elle a subies, elle prend d'énormes risques. Elle prend le risque de la vindicte populaire. Elle prend le risque de l'exposition, voire de l'exposition médiatique, pour elle, pour sa famille, pour ses proches. Elle prend le risque de perdre son travail et elle prend globalement le risque d'être mise au banc de la société. Parce que l'homme en face, la personne en face, est plus connue, est plus forte, est plus renommée. Alors après les immenses avancées de l'affaire Baupin, après l'immense avancée du travail des victimes de l'affaire Baupin, après la percée dans l'opinion populaire dont on parlait ce matin, de l'affaire Weinstein, après les MeToo, après les balances ton port, la parole des femmes, c'est vrai, commence enfin à être entendue. Leur combat, notre combat, commence enfin à faire changer les mentalités. Et c'est justement dans ce temps-là, et à contrario, que le message envoyé par le gouvernement est catastrophique. Parce que le message qu'ils envoient à toutes les femmes et à toutes les victimes, en faisant applaudir quelqu'un qui est accusé de viol, on parle d'un des crimes les plus graves qui existent, quelqu'un qui est accusé de viol, à quelqu'un qui est accusé de viol et de harcèlement, quand on les fait applaudir, quand on les soutient la main sur le cœur, le message qu'on envoie à tout le monde, c'est « vous ne gagnerez jamais face à nous ». Et dans ce contexte-là, c'est une régression dramatique à laquelle on assiste. À ce moment-là, me revient une anecdote qui m'a été racontée par une amie qui elle-même a été victime de violences sexuelles. Ça se passe au Conseil régional d'Île-de-France. Elle témoigne à ce moment-là dans le cas de l'affaire Baupin. Et un élu du Conseil régional elle veut prendre l'ascenseur et cet élu régional veut prendre l'ascenseur avec elle. Et cet élu régional, très représentatif de la classe politique française, veut faire un bon mot et une bonne blague. Et donc il lui dit « je peux prendre l'ascenseur avec toi parce que j'ai un peu peur de prendre un procès sinon. » Eh bien, cet homme-là se trouvait à ce moment-là très drôle, très amusant, parce que c'est certainement très drôle de rire des traumatismes d'une femme. C'est tellement drôle d'en faire en fait rien du tout, et c'est à ça que renvoie ce type d'humour. Vous noterez que la personne en question, après, fait aussi des discours et des apparitions que vous trouverez certainement fantastiques sur les violences faites aux femmes. On ne va pas se mentir, le courage
parce qu'on va, je ne vais employer que leur prénom, Esther, parce que ce sont des amis, et que quand il y a la proximité, on peut aussi se permettre de n'employer que les prénoms. Le courage de Sandrine, le courage d'Annie, le courage d'Hélène, le courage d'Isabelle, qui sont les 4 visages visibles de l'affaire Baupin, qui en compte malheureusement beaucoup d'autres, a ouvert une voie. Et c'est pour ça que ce n'est pas drôle, c'est admirable le travail qu'elles ont fait. Et donc, on ne va pas se mentir, leur démarche a été difficile. Elle a été difficile même dans un parti qui a des fondements féministes, qui se dit féministe, ou qui est féministe, comme vous voulez l'exprimer. Ça a été difficile, même pour un parti comme Europe Écologie Les Verts, d'entendre leurs paroles, de l'accepter et de l'accompagner. Parce qu'ils sont encore nombreux, celles et ceux, qui décrédibilisent la parole des femmes, qui par principe prennent le parti de l'homme politique, c'est-à-dire de l'homme fort, qui par principe décrètent, comme on l'a bien vu ce matin, que quand une femme parle dans un cadre politique, c'est forcément pour faire tomber un homme et donc à des visées politiques. Parce que les partis sont comme ça. Les partis politiques en France et dans leur ensemble sont grégaires. Ils fonctionnent sur des écuries électorales, et ils font encore souvent, beaucoup trop souvent, passer les ambitions loin devant nos convictions. Donc face à ce dilemme dont je vous parlais, entre la présomption d'innocence et l'accompagnement des victimes, on a choisi, les écologistes, d'agir collectivement à leur côté, sans déroger à la loi. Parce que notre devoir à nous politiques, c'est d'être du côté des victimes, de toutes les victimes. Les bourreaux, eux, les harceleurs, les violeurs, n'ont aucun besoin d'être soutenus. Ils ont déjà à leur côté le système et ils ont déjà à leur côté l'ensemble de la société, ou en tout cas le fonctionnement global de la société. Alors oui, ça impose une sérieuse remise en question. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile parce qu'il faut accepter qu'on a merdé, qu'on a failli. Mais c'est la première étape. C'est la première étape indépassable et nécessaire qui est de considérer qu'on a collectivement et individuellement gravement merdé. Et on a beaucoup de mal, toutes et tous ici, à cette table et dans cette salle, à l'accepter comme ça parce que oui, ça sort essentiellement dans les milieux de gauche, chez les écologistes. C'est pas un hasard si ça sort chez nous, ces affaires. Ça veut pas dire qu'on est plus sale que d'autres. Ça veut pas dire qu'on est plus de pervers qu'ailleurs. Ça veut dire que chez nous, le combat féministe existe. Que les jeunes générations de féministes, celles de ce nouveau féminisme, de cette troisième génération, appelez-la comme vous le voulez, mais cette génération de féministes a décidé de se battre contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient de classe, qu'elles soient de genre, qu'elles soient de race, qu'elles soient de sexe. Donc c'est parce que la parole des femmes est respectée dans nos organisations qu'elle peut y être un petit peu, à minima, entendue. Si l'affaire Baupin a été assumée par les écologistes, parce qu'elle a été assumée par les écologistes, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai encore en tête, mais vous l'avez toutes et tous, l'affaire DSK, où les témoignantes, où les victimes ont été écrasées et où toute l'organisation a servi à faire taire leurs paroles et à empêcher qu'elles émergent. Donc oui, certainement, Europe Écologie Les Verts a des lacunes, a des manquements, n'est pas totalement féministe et pourrait faire mieux. Mais en attendant, cette parole-là peut émerger, ce qui prouve que nous restons tout de même profondément attachés à nos valeurs. Donc, face à l'inacceptable, on a choisi d'agir collectivement. On en a parlé ce matin. On a mis en place un dispositif d'accueil de la parole des femmes. Ça s'est fait grâce à la force des 4 plaignantes. Ça s'est fait surtout grâce au travail de Sandrine Rousseau quand elle était encore à la direction du parti et du travail de Charlotte Soulary, responsable de la commission féminisme. On a mis en place un moyen d'accueillir la parole des femmes à l'intérieur de nos organisations pour l'accueillir par des personnes qui soient formées et par des personnes qui soient extérieures, pour que des associations puissent prendre le relais et qu'un suivi juridique puisse être mis en place. Parce qu'il est important de pouvoir parler à ses pairs, mais il est compliqué de parler à ses pairs de ce qu'on a subi. Ce dispositif est d'une grande simplicité. Il est d'une tellement grande simplicité que plusieurs autres partis politiques aujourd'hui ont développé des dispositifs équivalents. Il est même tellement simple qu'il est complètement fou que la France entière n'en dote pas ses associations, ses entreprises et l'ensemble des échelles de l'État. Il faut que je conclue. Ce n'est évidemment qu'un outil palliatif qui ne saurait constituer une réponse à un problème qui, lui, est structurel. Et ce problème-là, on le connaît tous et toutes très bien. C'est celui qui fait que la droite préfère payer des pénalités lors des élections plutôt que de faire élire des femmes. Parce que sûrement, nous ne le méritons pas. C'est ce système qui fait aussi qu'à gauche,
On met les femmes dans des endroits, dans des terres de mission, comme on les appelle, ces endroits qui sont absolument pas gagnables, tandis que tous les hommes sont mis dans les endroits où on est sûr qu'à la fin on gagne. Donc c'est pas un hasard si malgré tous nos défauts, tous nos manquements, toutes nos erreurs, tout ce qui fait que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons encore tant à combattre aujourd'hui, ce sont des femmes de gauche, ce sont avant tout des élus écologistes qui brisent le silence et qui tentent de faire voler en éclats l'omerta. On m'a rappelé récemment qu'historiquement, les révolutions naissent à gauche. Cette révolution des femmes-là, elle part des écologistes. Il n'y a pas de hasard dans l'évolution des systèmes et de la pensée. En tout cas, je pense qu'il n'y en a là aucun. Ça fait des décennies que les femmes rappellent que la honte doit changer de camp. On a de cesse de le répéter. Il est vraiment temps de se doter d'outils, de recours à toutes les échelles de la société pour que ce soit possible. C'est de notre responsabilité à nous, politiques, d'accompagner cette parole et d'accompagner ce combat, parce que le devoir d'exemplarité nous y oblige. Les victimes ont ouvert la voie, c'est à nous de les soutenir, de continuer à les soutenir contre tous les conservatismes, et nous devons le faire pour toutes les femmes, pour toutes les victimes, pour l'égalité et surtout pour la démocratie, parce qu'elle en a grandement besoin. Merci beaucoup. Merci Sandra Régol de ce premier témoignage. Alors je voudrais me tourner vers Roxane Moundi. Le MJS était à l'affiche, hein, parce que c'est tout ça, la parole a émergé chez les écolos, c'est vrai, avec l'affaire Beaupin, mais il n'empêche que le MJS s'est retrouvé, je dirais, en une des journaux il y a quelques temps, il y a quelques mois désormais, et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment ça a été vécu, et quelle réaction collective s'est mise en place suite à ce nouveau scandale. Alors oui, en effet, on a été particulièrement concernés au mouvement des jeunes socialistes dans le cadre de la libération de la parole des femmes qui est survenue suite aux révélations sur l'affaire Weinstein, avec bien sûr tout le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc, qui ont permis un vaste mouvement de libération de la parole des femmes. Suite à cela, nous avons eu donc des témoignages de militantes, d'anciennes militantes pour certaines, qui ont été victimes des agissements d'un ancien président du mouvement des jeunes socialistes, Thierry Marchelbeck, de femmes qui ont été harcelées sexuellement, qui ont été violées pour certaines, qui ont été agressées sexuellement, puisqu'il faut mettre des mots, et qui ont été victimes de violences sexistes en toute impunité dans notre organisation. Alors quand on a lu ces témoignages, je pense pouvoir m'exprimer au nom de toutes et tous au sein du mouvement des jeunes socialistes, ça a été d'une violence incroyable, d'une violence pour la nouvelle génération déjà, avec moi des militantes qui m'ont appelée, qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit mais est-ce qu'on savait ? Est-ce qu'on savait ? Est-ce que ça a été couvert ? Des jeunes militantes qui voulaient savoir est-ce que ça peut se reproduire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est la position du mouvement des jeunes socialistes ? Est-ce que vous condamnez ? Est-ce que vous allez le cacher ? Et moi je vais juste citer une anecdote, c'est une ancienne militante d'une organisation de jeunesse politique qui m'a appelée, qui a occupé des fonctions importantes, qui m'a appelée et qui m'a dit mais toi qu'est-ce que t'en dis ? Je lui ai dit bah, bien sûr on est aux côtés des victimes et on va tout faire pour que plus jamais ce genre de choses ne puisse se dérouler et on fera tout pour faire en sorte d'éradiquer une bonne fois pour toutes les violences sexistes qui ont pu exister dans notre organisation. Et elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle m'a dit mais ça fait du bien de l'entendre en fait. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Et donc en fait, cette responsable politique avait intégré le fait que dans des organisations politiques de gauche, dans des organisations politiques féministes, on pouvait finalement décrédibiliser la parole de femmes à tel point qu'on pouvait aller jusqu'à couvrir les agissements d'un tel, en tout cas d'un ancien président du mouvement des jeunes socialistes, les agissements d'un tel responsable politique, tout simplement parce qu'on est dans l'idée que la parole d'une femme ne vaudra jamais la même chose que la parole d'un homme. On est dans l'idée, on nous inculque, en tout cas en politique, que la parole d'une femme est toujours soumise à des contingences politiques. Et merci d'en avoir parlé. C'est vrai que quand une femme dit qu'elle a été agressée par un homme, c'est forcément parce qu'elle le fait chanter pour obtenir des choses. Ça ne peut pas être parce qu'elle a vraiment été victime. La première chose qui se déroule toujours, le premier réflexe, c'est de condamner. De dire oui mais est-ce que finalement cette femme, elle n'a pas un passé un peu douteux ? Est-ce qu'elle n'a pas fait quelque chose qui pourrait, je pense à l'affaire Darmanin, bien sûr. La première réaction est bien sûr de calomnier la victime, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas soutenir et de dévaloriser, de décrédibiliser cette parole. La deuxième réaction a été de s'interroger, de se dire pourquoi et comment ça a été possible dans mon organisation, parce qu'on est des militantes et des militants politiques, qu'on l'aime cette organisation, sinon on n'y serait pas, qu'on y passe du temps, qu'on attend beaucoup, on est d'autant plus exigeant qu'on l'aime. Comment cela est-il possible ? Moi je me suis beaucoup interrogée.
à l'époque des faits, je n'étais pas militante au mouvement des jeunes socialistes. Je n'ai connu personnellement que le président plus tard, dans un cadre politique également. On a été amené par ailleurs à travailler. Et en fait, je me suis interrogée parce que j'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Et je me suis dit comment des militantes et des militants de l'égalité, qui se revendiquent féministes, qui le sont sincèrement, on est tous féministes sincèrement, comment cela a-t-il été possible que de perpétuer un tel système d'omerta? Comment des militantes des victimes se sont-elles dit finalement qu'elles n'allaient pas aller jusqu'à porter plainte, aller en tout cas jusqu'à en parler, aller jusqu'à communiquer, parler de ce qu'elles avaient vécu, dans un système qui est un système d'organisation féministe et de gauche. Donc c'est une question qu'on s'est posée collectivement. Parce qu'il y a bien sûr des responsabilités individuelles, mais des responsabilités collectives dans ce genre de moment, et c'est la priorité. En tant que responsable politique d'une organisation, du mouvement des jeunes socialistes, notre priorité c'était quelle va être notre réponse collective. Bien sûr la condamnation. Bien sûr, le premier réflexe, c'est l'aide aux victimes. Le premier réflexe, ça a été d'ouvrir un numéro anonyme avec 5 référents, en tout cas au sein du mouvement des jeunes socialistes, chargés d'être des référents et d'être complètement disponibles pour les militantes qui pourraient avoir été victimes, en tout cas, de harcèlement sexuel. Ça a été un dispositif qui a fonctionné puisque nous avons eu d'autres témoignages, que ça ne s'est pas arrêté au témoignage de Libération, que nous avons recueilli d'autres volontés, en tout cas, de porter plainte, et que nous sommes bien rendus compte que le phénomène était bien plus large encore que ce que nous imaginions. L'aide aux victimes, ça n'est pas seulement l'écoute, c'est une priorité absolue, essayer d'être présent, d'autant plus qu'il y a une pression médiatique qui était telle dans ce moment que c'était extrêmement difficile pour elles, qu'elles ont été pour certaines, bien sûr, roulées dans la boue, traînées dans la boue aussi par certaines personnes qui estimaient que forcément c'était politique. Comment est-ce qu'on fait pour les aider au mieux, pour être les plus présents et pour montrer que, bien sûr, ça n'est pas un enjeu politique. Donc, nous avons fait en sorte, en tout cas, d'être présents pour l'ensemble des victimes. Nous avons recueilli ces témoignages. Et la deuxième étape, ça a été l'étape de l'aide, l'étape de l'accompagnement vers le cadre juridique. C'est un combat que nous sommes en train de mener, en tout cas pour faire en sorte qu'il y ait des conséquences. Plus globalement, la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus? Parce que c'est la jeune génération aussi qui nous intéresse. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ce séisme, ce tsunami, au sein de notre famille politique, au sein de notre mouvement des jeunes socialistes, de notre organisation, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils permettent aussi une prise de conscience collective qui fasse que plus jamais ce genre de choses, ce genre de pratiques ne puissent avoir lieu. Alors moi, je suis arrivée au mouvement des jeunes socialistes parce que j'étais une militante associative féministe. Donc ça a été le débouché naturel de mon engagement féministe. Alors il y en avait d'autres, mais parce que je suis une militante de gauche, j'y ai trouvé un débouché naturel. Donc ça a été extrêmement violent, mais ça l'a été pour tout le monde. Et on s'est interrogé sur comment est-ce qu'on fait maintenant pour être exemplaire. Je suis une militante, oui, j'ai été victime d'actes sexistes au sein de mon organisation. Mais pas qu'au sein de mon organisation. Et comment est-ce que je fais maintenant pour porter un discours tel qu'on montre que la parole d'une femme, en fait, est l'équivalente de celle d'un homme? Comment est-ce qu'on fait pour qu'une militante prenne la parole autant qu'un homme en réunion? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait autant de femmes au niveau de responsabilité dans notre organisation que d'hommes? Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et que d'ailleurs, c'est très net. C'est extrêmement net. Nous avons mis la parité dans les instances. Donc nous avons des instances paritaires. Mais quand il s'agit d'appeler des personnes à occuper ces responsabilités, nous avons beaucoup moins de femmes à appeler parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui finalement se retrouvent au cadre qui permettent après de les amener jusqu'à un tel niveau de responsabilité. C'est pas facile. Et donc nous avons voulu être exemplaires en tout cas dans les combats à mener et surtout sans tabou. Aborder toutes les questions. Donc dans nos réactions collectives, la première chose que nous avons faite, ça a été l'édition d'un petit outil de lutte contre le sexisme. Ça peut avoir l'air anodin, mais l'objectif c'est de mettre en lumière un certain nombre de pratiques et de montrer que en fait, la blague sexiste en réunion, ça décrédibilise la parole d'une militante et que ça n'est plus possible. Et de montrer que le sexisme, ça va de cette blague lourde qui peut avoir l'air anodine. Moi, j'aime pas qu'on parle de sexisme ordinaire, parce que le sexisme n'est jamais ordinaire, mais qui peut avoir l'air d'être quelque chose d'anodin. Comment est-ce qu'on fait pour éradiquer le sexisme de cette blague jusqu'aux remarques toujours sur comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à ce niveau de responsabilité, parce qu'on l'a beaucoup entendu, jusqu'au traitement médiatique qui peut avoir lieu, mais au traitement également lors des réunions, sur le fait que oui, nous sommes des femmes qui parlons moins fort que les hommes, mais qu'on a autant de choses à dire, qu'on a des choses à dire avec la même légitimité. Comment est-ce qu'on fait pour le faire entendre? Et ça va bien sûr jusqu'au harcèlement sexuel, jusqu'aux violences sexistes et jusqu'aux violences sexuelles. Et nous avons un système qui est encore un système qui a permis de faire régner l'omerta, et ça nous a beaucoup interrogés,
sur les violences sexuelles et le harcèlement sexuel, s'interroger comment est-ce qu'on fait maintenant pour complètement libérer la parole et faire en sorte de pouvoir apporter des réponses. Donc il y a eu bien sûr tout de suite la mise en place de ces numéros qui ont eu vocation à être pérennisés, qui sont maintenant pérennisés pour l'ensemble des cas. Mais nous avons beaucoup réfléchi, nous nous sommes dit que l'échelon le plus pertinent était celui du local, celui de la confiance que nous pouvons faire à une autre personne en tout cas. Donc, nous avons instauré des personnes de confiance dans chaque fédération, donc dans chaque département, afin que maintenant, dans chaque fédération, à chaque fois qu'il y a un temps politique, il y ait des personnes chargées de veiller à ce que les réunions se passent dans des cadres non sexistes, veiller à ce que, par exemple, les hommes ne décrédibilisent pas la parole d'une femme, veiller à ce que les interventions soient relativement paritaires, et quand il y a déjà 9 hommes qui ont pris la parole et qu'il y a une femme qui a pris la parole, eh bien, si vraiment le temps est trop inégalitaire, on arrête, et qu'on s'interroge aussi sur comment est-ce qu'on en est arrivé à un débat qui a tourné simplement à un débat entre mecs, quoi. Donc on s'interroge aussi sur ces questions. Et j'arrête bien sûr ici, je veux juste dire que nous avons fait ce gros travail, mais qu'il est important aussi de continuer à porter ce combat dans la société avec des débouchés politiques. On est une organisation politique, nous avons fait une grande campagne de lutte contre le sexisme. On s'est posé la question, est-ce que nous sommes légitimes à faire une campagne de lutte contre le sexisme? Après ce qui nous est arrivé, je pense qu'on l'est d'autant plus. Parce que moi j'ai été victime du sexisme dans cette organisation. Nous sommes beaucoup de femmes à l'être et qu'on doit porter ce combat avec d'autant plus de vigueur. Merci Roxane. Je vais passer la parole à Rachid Temal parce que j'aimerais bien avoir son témoignage sur 2 points. D'abord, ce qui se passe au PS, véritablement aujourd'hui, comment le PS a vécu tout ça, est-ce qu'il se sent à l'écart de toutes les problématiques qui viennent d'être évoquées, ou au contraire, les choses sont prises à bras-le-corps en interne, mais aussi sur l'expérience sénatoriale, puisque vous êtes sénateur, donc comment ça se passe effectivement dans une institution parlementaire, et là on est sur un niveau un tout petit peu différent que les partis politiques en tant que tels. D'abord, merci pour l'invitation. Là, je suis minoritaire, donc à la tribune, puisque je suis le seul. Comment? Ça change, même pour moi aussi, donc c'est très bien, j'ai pas de souci, je voulais juste le souligner et faire en sorte que je pensais qu'il y aurait d'autres partis politiques, pas seulement à gauche, parce que je pense que c'est effectivement quelque chose qui traverse l'ensemble des partis. Juste un point par rapport en intro, attention aussi à trop généraliser. Oui, il y a des soucis, moi je dirais ce qu'on a vécu, mais attention à les politiques, etc. C'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, cette question-là touche l'ensemble de la société française. Et ça n'exclut pas les politiques. Et les politiques peut-être plus encore parce que dans ce qu'est un mouvement, dans un parti, il y a une question effectivement de concurrence. Il y a une question de rapport de force. Et on sait bien que là, dans ce cas-là, plus que d'autrement, cela impacte. Sur la question du partialiste, comme toute organisation, comme tout autre parti, bien évidemment, on a été touché. Alors, vous avez évoqué l'affaire d'Esca il y a longtemps, mais je veux dire, moi, quand j'ai eu à prendre mes responsabilités à la tête du parti de façon intérimaire en septembre dernier, c'est vrai que ça a été une des premières difficultés, ou en tout cas une première mission à remplir, c'est ce qui s'est passé effectivement à MJS. Et quand on vient vous annoncer juste avant un bureau national qu'un article va sortir, on vous raconte l'histoire, je dois avouer que j'ai été totalement scotché. Et comment effectivement, dans un cadre d'un parti, d'un mouvement qui se dit féministe, qu'une personne puisse faire ça pendant autant de temps et autant de cas, c'est vrai que c'est extrêmement choquant. Et moi, je m'associe au sentiment. C'est-à-dire, la première fois, au début, on est choqué, énervé, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, même si c'est effectivement compliqué. Et donc, on a, pour notre part, essayé, avec le soutien de l'OMJS, dans tout ce qu'il y avait à faire. D'abord, de faire en sorte que les victimes, effectivement, il faut que la peur change de camp, il faut effectivement que la libération de la parole soit faite, qu'on souligne le courage des victimes, et donc c'était la première chose à faire, et c'est ce qu'on a, je crois, fait avec le MJS, et avec l'actuel président qui sera remplacé demain par Roxane, parce qu'elle ne l'a pas dit, mais elle sera demain la nouvelle présidente des jeunes socialistes. Donc la première chose, c'est effectivement d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, et de mettre en place un dispositif au Parti socialiste pour faire en sorte que ça change. Je ne dis pas qu'il n'y ait plus jamais, parce que ce serait présomptueux de dire ça, mais en tout cas que ça change. Et donc, mais quelques semaines avant, je dois avouer que j'avais commencé aussi par faire en sorte que, notamment, c'est pas grand-chose, mais je vous assure qu'au Parti socialiste, c'est beaucoup. Faire en sorte que dans nos instances, qui sont, je rappelle, paritaires,
faire en sorte que la parole soit également paritaire. Et dorénavant, je vous assure que dans les prises de parole, puisque je préside le Bureau national, c'est tout de suite beaucoup d'hommes qui s'inscrivent. Et j'ai fait en sorte que ce soit paritaire. Donc dès lors qu'il y a une femme qui s'inscrit, et on alterne. Et donc ce qui nous permet d'avoir, je trouve d'ailleurs, des réunions beaucoup plus équilibrées sur le fond, sur l'approche, même si je viendrai à une expérience tout à l'heure d'une réunion sur les questions féminines avec que des femmes, je peux vous assurer que parfois ça ressemble aussi à des réunions entre que des hommes. Mais en tout cas, dans le Bureau national, maintenant, dorénavant, c'est comme ça que ça s'organise, et je vois que ça change. Et effectivement, on voit bien que beaucoup de personnes décident de s'inscrire dans les bases souvent tardivement. Et ce sont souvent des femmes. Là, pour le coup, quasiment dès qu'elles lèvent la main, elles passent rapidement. Et c'est vrai que ça change chose. Donc sur le parti, ce qu'on a mis en place, on a mis en place d'abord l'idée d'un réseau de référents sur l'ensemble des fédérations des départements. On travaille, on va mettre en place des formations, parce qu'il y a une question éducative, c'est-à-dire il y a une question d'apprentissage de ce que tu évoquais ou ce que vous évoquez sur d'où ça démarre, jusqu'où ça va. Et donc je pense notamment, je parle des blagues, je pense des choses comme ça, des comportements minimaux, je vais dire. Et donc il y a cela qui va se mettre en place et faire en sorte également qu'on soit accompagné, parce que moi je souhaite que si une personne, une femme se sent victime ou quelqu'un soit témoin d'une agression, il puisse avoir un système d'appel. Et donc on va, ce qu'on est en train de regarder avec des associations, etc., faire en sorte qu'il y ait un dispositif interne au parti, d'une alerte, pour justement sortir d'un rapport dans une section, dans un parti où on est en face à face, parfois en responsabilité différenciée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, il y a une question dont on n'a pas... Alors, je peux vous avouer que le côté paritaire des prises de parole, je me suis fait engueuler par des hommes également. Hein. Mais en disant, sachant... Mais en tout cas, après, une des questions qu'on n'arrive pas à régler dans notre parti, même si on a été parti, on est féministe, on a porté la parité, etc., c'est aussi comment on fait en sorte que les sections, puisque c'est comme ça que nous sommes organisés, aient beaucoup plus de femmes que nous en avons aujourd'hui. Et ça, pour vous, c'est une vraie question. Alors, ça veut dire aussi à la fois le rapport à la société, mais comment notre parti est structuré. Ce sont souvent des réunions le soir, qui prennent du temps. Non, mais et quand je le dis, dernièrement, quelqu'un me disait, oui, mais aujourd'hui, ça a changé. Je leur dis, non, mais aujourd'hui, dans un couple, ça ne change pas. La plupart des tâches, notamment, etc., ce sont les femmes. Donc, il y a quand même aussi, globalement, comment on fait en sorte que notre parti et les partis attirent des femmes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des conditions structurelles qui freinent, en tout cas, l'arrivée dans les différents partis. Donc, voilà, donc encore une fois, on souhaite modifier les choses. Des choses ont été faites, d'autres sont en cours. Je sais qu'après la prochaine table ronde, je crois qu'il y a Rita Malouf, que j'ai eu à nommer, puisqu'elle venait, le poste était libre, donc elle est devenue en charge des droits des femmes, et elle bosse sur ces questions-là, elle exposera plus dans le détail, mais en tout cas, voilà, essayons, et on a essayé de faire en sorte, sur la question du Sénat, parce que je fais tout j'essaie de dans le temps imparti. Alors moi, c'est ma première expérience de parlementaire. Au Sénat, il y a, une tradition, en tout cas quelques conservatismes, même si cela a beaucoup évolué. Et c'est vrai que le système est plus compliqué déjà pour avoir la parité. Et alors, d'ailleurs, Esther me coupe la parole, parce que je suis là, moi-même minoritaire, donc je vois bien ce qu'est le sentiment. Non, mais c'est... Non, mais d'ailleurs... Mais tu vois, Esther, j'aurais pu ne pas venir et envoyer Rita. Je viens, j'assume. Donc, je sais, mais je veux dire, il n'y a pas tous les partis, tous les responsables de partis ne sont pas là. Je tiens à le dire aussi également. Comme quoi, il faut savoir aussi venir. Mais sur le Sénat, non. D'abord, je rappelle que moi, j'étais dubitatif sur la question des conseils départementaux. C'est le binôme. J'étais interrogatif sur le mode de fonctionnement après l'élection. Bah oui. Ah oui, c'est une nouveauté, on peut être interrogatif sur une nouveauté, on peut s'interroger, c'est bien, je trouve. Donc c'était une vraie question, et pas le seul, et ce n'était pas qu'une question de femmes et d'hommes, c'était une question globale. Et c'est vrai que comme au Sénat, vous avez des listes, et c'est pas forcément très simple. Donc au Sénat, effectivement, on veille, et on le voit bien, mais moi dans mon groupe, on essaye de faire en sorte que dans les répartitions de commissions, de délégations, il y ait bien cette logique paritaire. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est un travail... pas simple, mais je dois avouer que dans notre groupe, on essaye vraiment de veiller. Je pense notamment, là on a nommé il y a quelques jours des gens sur une commission d'enquête, notamment sur toutes les questions d'organisation des forces de sécurité post-chute de l'État islamique. Voilà, on a fait en sorte qu'il y ait, alors il y en a 5, donc autant d'hommes que de femmes. Des fois c'est 2+3, des fois c'est 3+2. Mais voilà, donc on essaye en tout cas pour le groupe, et Patrick Canet, le président, essaie de travailler dans ces questions-là.
Donc voilà, j'ai essayé de condenser dans le temps imparti. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, je vais passer la parole à Florence Fay. C'est un succès d'estime. Qui est donc secrétaire générale du syndicat des collaborateurs parlementaires UNSA USCP, parce que je pense qu'effectivement, dans le cadre des institutions, cette fois Parlement, Assemblée nationale, Sénat, la question des collaborateurs parlementaires se pose tout particulièrement parce qu'ils sont beaucoup plus exposés à ce type de violence pour des questions de statut, de rapport de force, de rapport de pouvoir immédiat. Enfin, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je représente l'UNSA. L'UNSA, très brièvement, était le premier syndicat présent pour représenter les collaborateurs parlementaires à l'Assemblée et au Sénat depuis la fin des années 90. Et donc moi, je suis engagée depuis 2003. Je suis collaboratrice parlementaire depuis 1994. Et déjà, je voulais remercier mes prédécesseurs qui viennent de me rassurer sur le travail engagé au sein des partis politiques, puisque tout ça est très lié. Effectivement, dans nos institutions parlementaires, rien n'a été anticipé spontanément ni organisé en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ou même moral. Je ne reparlerai pas du harcèlement moral, mais je mets les deux choses à peu près sur le même plan. Voilà. Je vous donnerai mon témoignage en tant qu'organisation syndicale, donc plutôt sous l'angle du droit du travail. Mais la situation n'est pas désespérée, puisque en 2018 vont entrer en vigueur des mesures qui ont été préparées depuis ces 2 dernières années, mais je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. D'abord, un rapide retour sur le constat. Pourquoi on en est là? En effet, pour toutes les raisons qui viennent d'être dites et qui ont aussi été dites ce matin, mais aussi parce qu'une institution parlementaire héberge en son sein 3 populations amenées à travailler entre elles, c'est-à-dire en premier lieu les élus, qui ont une vie difficile d'un point de vue politique et d'un point de vue des situations de sexisme. Donc les élus ont déjà une vie un peu difficile dans le parti politique de ce point de vue-là. Donc les élus, les parlementaires et les fonctionnaires qui eux-mêmes, jusqu'à très récemment, ne disposaient d'aucun plan de prévention du harcèlement, et les collaborateurs parlementaires et autres contractuels qui étaient jusqu'à très récemment également dans le même cas. Donc nous sommes des contractuels de droit privé et se sont posées à nous toutes ces questions-là. Nous sommes dans un secteur de travail, d'activité très particulier, très atypique, où nos contrats de travail eux-mêmes sont dérogatoires du droit du travail. Depuis donc que le syndicat UNSA existe, il demande la mise en place d'une convention collective, d'une branche professionnelle. Pourquoi? Essentiellement pour permettre la création des organes de négociation et de représentation des salariés, ce qui n'est toujours pas le cas à ce jour. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire les organes de négociation tels que le CHSCT, même si tout a été modifié par les récentes ordonnances? Ces organes permettent de mettre en place des plans de prévention qui aboutissent à un résultat qui est simple, c'est-à-dire qu'on fait des affichages dans les locaux, on reçoit la parole des victimes, on les oriente vers un cadre juridique. Donc tout ça n'existe pas formellement pour les collaborateurs parlementaires qui sont amenés à travailler avec les élus au sein des institutions. L'autre point qu'il faut que vous mesuriez, c'est que nous sommes effectivement à la croisée de plusieurs mondes. Le militantisme, le bénévolat, le salariat, l'engagement politique, et tout ça crée beaucoup de confusion. Donc, du point de vue de l'organisation que je représente, nous avons toujours, depuis une quinzaine d'années, demandé à être reconnus en tant que statut de salarié, pour justement pouvoir poser toutes ces bases qui permettent de clarifier, de moderniser la gestion des ressources humaines au
au sein des institutions et de reconnaître que nous sommes des vrais salariés avec des droits, effectivement, les droits du travail, tout l'éventail des avancées sociales, mais également ce droit à la lutte contre le sexisme et le harcèlement. Nous sommes dans un secteur d'activité qui est très violent. D'un point de vue politique, je peux témoigner que c'est très violent. Vous le savez tous ici autour de la table, et on peut le constater dans le grand public. Effectivement, les règlements de compte, pourquoi tel et tel va être en tête de liste et pas tel autre, tout ça, le milieu en lui-même est déjà très violent, et il est également, comme vous l'avez déjà dit, un lieu où la parole est difficile à libérer. Donc je rends hommage aux élus écolos, ENG, qui ont eu effectivement le courage de mener ces actions en justice. Pourquoi? Parce que moi je peux témoigner que depuis 15 ans que je suis responsable syndicale, jamais aucun des collaborateurs qui est venu m'alerter sur des situations de harcèlement sexuel, ou collaboratrice plutôt, n'a été devant la justice demander son plein droit. Donc la parole s'est énormément libérée depuis l'affaire Beaupin. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour le sexisme de base qui jusque-là n'était pas un sujet de conversation. Donc en général, quand un sujet est grave, on n'en parle pas dans nos institutions parlementaires. Donc effectivement, l'affaire Beaupin a permis une libération de la parole très salvatrice, chacune et chacun prenant conscience des difficultés auxquelles il était confronté autour de toutes ces questions-là. Voilà. Et donc depuis, nous avons, en tant que syndicat, diffusé des tracts, par exemple à l'occasion de l'affaire Beaupin, enfin suite à l'affaire Beaupin, pour justement canaliser la libération de la parole vers les personnes les mieux formées, c'est-à-dire les associations de violence des femmes envers les femmes au travail, la VFT, etc. On avait fait des tracts, et figurez-vous que ces tracts qu'on avait distribués dans les casiers avaient été retirés par l'administration à ce moment-là. Voilà. Donc nous-mêmes, on avait énormément d'autres sujets sur lesquels on était amenés à négocier, donc on n'avait pas fait plus de remous suite à cette histoire, mais par contre on avait alerté au Sénat, puisqu'à l'Assemblée on avait déjà un référent, c'était le déontologue. Au Sénat, on avait alerté la présidence de situations de harcèlement moral et sexuel et de la nécessité de mettre en place un plan de prévention au niveau de l'institution, puisqu'on avait toutes ces difficultés effectivement, on connaît le conservatisme du Sénat. Certains journalistes nous ont même témoigné qu'ils étaient extrêmement choqués des propos qu'ils entendaient dans les couloirs du Sénat, etc. Tout ça a énormément évolué depuis 2 ans, même si d'un point de vue individuel, on n'a pas plus de jurisprudence que ça. Voilà. Du point de vue, je terminerai en disant qu'effectivement, les responsabilités sont partagées au titre collectif ou individuel. Nous, effectivement, on prend notre part au niveau syndical en poussant et en faisant pression. On a fait une manifestation devant le Sénat il y a 1 an pour qu'il y ait un statut avec une organisation du dialogue. Je voudrais juste rendre hommage aussi au Parlement européen, puisque vous prendrez sans doute la question après moi. La parole après moi, pardon. Le Parlement européen a toujours eu de l'avance sur les institutions françaises. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté de protéger du contentieux les élus. Et cette volonté, elle émanait y compris des fonctionnaires de l'institution, mais elle était aussi politique. En France, c'est plus compliqué. Vous comprenez pourquoi, face au constat que nous avons fait. Juste pour conclure, nous avons, suite aux différentes alertes que nous avons faites mutuellement en intersyndical, le Sénat a décidé de mettre en place un groupe de travail, non pas sur le statut, mais sur le harcèlement sexuel et moral. Et pendant toute l'année 2017, on a eu des réunions à peu près tous les mois pour organiser la prévention, y compris les sanctions. Donc on aboutit à une plaquette médicale, on a abouti à une plaquette qui s'appelle les bonnes pratiques entre
sénateurs et les collaborateurs qui devrait être diffusée prochainement. Elle a eu un peu de retard, elle devait être mise en place en septembre dernier au moment des élections, mais elle va être mise en place au printemps. Et puis également, nous avons mis en place une cellule de pilotage. C'était assez compliqué effectivement de déterminer qui serait l'interlocuteur privilégié pour aller voir le sénateur ou la sénatrice qui se comporterait mal vis-à-vis de ses collaborateurs. Bon, le président du Sénat s'implique beaucoup dans cette cellule de pilotage, le médecin du travail, il y aura un représentant des collaborateurs parlementaires, un référent extérieur, et il est trop tôt pour vous dire pour faire un premier bilan, mais il y aura également des sanctions assez sévères prévues au règlement du Sénat vis-à-vis des élus qui ne seraient pas corrects. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc là, je vais passer, le temps passe, donc je vais passer la parole à Elisabeth Morin-Chartier, qui est eurodéputée, premier questeur au Parlement européen, et je voudrais rassurer Rachid Temal, Madame Morin-Chartier est issue quand même de l'UMP, même si aujourd'hui les situations vues du point de vue européen, du Parlement européen sont un peu plus éloignées. Donc je vous passe la parole, Madame Morin-Chartier, allez-y, je vous en prie. Voilà, donc moi je siège au Parti populaire européen, donc, qui est le parti de centre-droit au niveau européen. J'y suis bien. Et puis, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai été désigné par Martin Schulz, président du début de mandat 2014 au Parlement européen, comme présidente du comité de lutte contre le harcèlement. Une fois qu'on est satisfait, il y a tout à faire. Pourquoi? Parce qu'en 2014, le Parlement européen a été condamné. Condamné parce qu'il n'avait pas mis en place de démarche interne à la prise en charge des plaintes pour harcèlement. Or, deux assistants parlementaires grecs avaient porté plainte auprès de la Cour de justice européenne parce que, ça s'appelle l'affaire Podimata, du nom, alors c'est le seul nom que je citerai parce que c'est une affaire qui fait référence, qui était une députée socialiste grecque, avait harcelé ses assistants. Et nous n'avions pas de démarche interne. Eh bien, dans cette affaire-là, c'est le Parlement qui a été condamné lourdement pour chacune des deux plaintes, c'est-à-dire que la somme a été multipliée par 2 par la Cour européenne de justice. Ce qui est arrivé au niveau du Parlement européen peut... Alors, je vais vous parler, j'ai à la fois des harcèlements moraux et des harcèlements sexuels. Notre comité s'occupe de tout type de harcèlement. Ce qui est arrivé au Parlement européen peut arriver demain à chacune des institutions, à chacune des administrations, même dans les entreprises. Pourquoi? Parce que il y a un devoir qui s'appelle le devoir de sollicitude. Ben non, mais je suis là pour vous informer. Hein. Ça s'appelle le devoir de sollicitude. Et ce devoir de sollicitude, c'est que chaque employé doit être traité avec impartialité, courtoisie, respect par ses supérieurs, ses collaborateurs et ses collègues. Rappelez-vous bien le devoir de sollicitude, c'est fondamental. Et donc, il nous faut tout de suite, en 2014, il n'existe rien. Le Parlement vient d'être condamné, est condamné à réouvrir les cas pour lesquels le Parlement vient d'être condamné. Il faut mettre en place un comité de lutte contre le harcèlement qui est défini par le bureau. J'en suis la présidente. Ce comité est composé de 2 députés, d'un représentant des assistants parlementaires
représentants parlementaires ont un statut au Parlement européen et donc des élus qui les représentent et un comité de défense. Et donc c'est à ce titre que vos collègues au Parlement européen ont un représentant de l'administration, donc là c'est 5 membres dans le comité, et 2 conseillers, un conseiller médical, un conseiller juridique. Mais il n'existe rien à ce moment-là en termes de formation des membres du comité que je dois mettre en place. Donc je mets en place des formations avec la Commission européenne, avec le Conseil européen, avec le Conseil de l'Europe, avec les services de la médiatrice, avec des spécialistes d'autres nationalités européennes. Et notre référence, c'est la définition du harcèlement. La définition du harcèlement, c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous preniez bien en compte. C'est porter atteinte à la dignité de quelqu'un volontairement et de façon répétitive. C'est la définition juridique du harcèlement. Entre nous soit dit, je vais vous dire une chose. Quand je regarde ce qui se passe, et je tiens à votre disposition ce document, qui est une compilation de ce qui peut exister dans d'autres institutions privées ou publiques, européennes ou internationales. Si on se déporte dans d'autres États hors Europe, la définition du harcèlement change complètement. Là, la définition européenne, c'est telle que l'émetteur l'envoie. C'est-à-dire, je suis harceleur parce que je veux vous harceler et que je vais vous. Mais vous, dans un autre État membre, comme par exemple le Canada, eh bien, c'est la façon dont vous allez recevoir ce geste déplacé, et c'est le récepteur qui va pouvoir dire si là c'est une question de harcèlement ou pas. Voyez qu'on est encore très loin de l'objectif final. Il y en a qui sont très contents, mais il y a du chemin à faire. Hein. Et donc, notre comité de lutte contre le harcèlement, en 2014, il faut le composer, il faut le former, et il faut tout de suite réouvrir des plaintes, les plaintes et les instruire, mais en même temps, d'autres plaintes arrivent. Donc nous nous mettons à la tâche, d'abord sur l'affaire Potimata, et ensuite sur les autres plaintes qui arrivent et que nous traitons les unes après les autres. Ça veut dire l'instruction complète de la chose en écoutant la victime, le prétendu harceleur. Je vais être toujours très prudente. La prétendue victime, le prétendu harceleur, mais aussi les témoins cités par les uns et les autres, et avec les preuves qui peuvent être apportées par l'un ou par l'autre, par les deux parties. C'est un travail extrêmement lourd, extrêmement difficile. Moi, je suis vraiment très reconnaissante à l'ensemble des membres du comité parce que on a parfois 3 fois ça comme épaisseur de documents. Et puis vous l'avez en suédois, vous l'avez en croate, vous l'avez dans les langues, dans une des 24 langues pratiquées au Parlement européen. Et il faut les faire traduire à chaque fois pour toutes les langues des membres du comité. J'ai tout eu. J'ai Stéphanie ici, qui est mon assistante parlementaire, une de mes assistantes parlementaires. Stéphanie peut vous dire, à un moment donné, j'ai été obligée de demander la protection de mon bureau.
avec ce que vous pouvez imaginer. Quand les choses sortent et que vous allez au fond des choses, c'est grave. J'ai, certains soirs, été obligée d'aller réconforter les interprètes qui avaient dû traduire pendant plusieurs heures l'audition des témoins. Ce sont des affaires lourdes. Mais en même temps, nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous faisons et nous essayons toujours de faire évoluer les choses, bien avant même le mois d'octobre 2017, qui est un nouveau tournant, une nouvelle étape. J'ai constamment mis en place pour le comité des formations permanentes. Et j'ai proposé que les députés en début de mandat soient formés sur ce qu'est le harcèlement. Il y en a qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être. Mais moi, madame, chers collègues, je suis élue. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous devez, comme les autres, le devoir de sollicitude envers. J'ai eu toutes sortes de harcèlements. Oserais-je dire, chers collègues, dans cette salle, que j'ai des hommes victimes et des femmes harceleuses. Que j'ai du harcèlement entre assistants. Je le dis pour vous. Vous voyez que je suis une femme bien. Même au PPE, il y a des gens bien. Même du harcèlement entre assistants parlementaires. Et derrière, il y a toujours un défaut du député. Le défaut du député, c'est de ne pas être investi dans le fonctionnement de son bureau. Plus il est loin, moins il est investi dans le management, plus il peut y avoir de harcèlement ou de dysfonctionnement dans le bureau. Donc, j'ai proposé cette formation. Ça fait tousser mes collègues parce que ils prétendent tous qu'ils n'ont pas besoin de formation. Mais cette formation, on va y arriver. On va y arriver. De la même façon, j'ai regardé le code de conduite qui existe au Parlement européen. C'est un code de conduite pour les députés qu'ils doivent signer, uniquement financier. Clarté financière, intérêt financier. Ok. Ben, il manque le code d'éthique sur le comportement. Et donc, nous écrivons un code d'éthique comportementale que les députés devront signer en début de mandat. Et ceux qui ne l'auront pas signé, ce sera sur le site. Et ce sera clair qu'ils n'auront pas signé le code d'éthique et qu'ils ne s'y soumettent pas. Toujours avant octobre 2017, j'ai osé des sanctions. Et je me suis mise un peu en marge du règlement du Parlement européen contre un député qui était l'objet de 3 plaintes simultanées de ses 3 assistants parlementaires pour harcèlement. Et donc, ces assistants, grâce à leur statut, j'ai pu les mettre jusqu'à fin de contrat, jusqu'à fin du contrat qui est lié au mandat du député, sur un autre poste, de telle sorte qu'il ne souffre pas de la promiscuité avec le député. Et j'ai, alors là, en enfreignant totalement le règlement, maintenu le salaire des assistants parlementaires sur l'enveloppe d'assistance parlementaire du député. Et ça, j'espère bien pouvoir le faire rentrer maintenant dans les sanctions possibles. Depuis 2017, nous avons eu un débat. Je vais demander 2. Oui, mais attendez. Attendez. Toute l'Europe est en train de nous demander nos démarches, nos documents, pour qu'on aide
les institutions au niveau des 28 États membres pour qu'elles progressent. Donc je peux vous l'expliquer quand même, ça peut mériter un petit peu de temps. Vous voyez, les femmes doivent se défendre, même entre femmes. Vous n'êtes pas la dernière. Oui, je sais. D'ailleurs, il faut donner un petit peu la Ouais. Pas de problème. Depuis 2017, je veux maintenant intégrer dans ma nouvelle feuille de route à la fois les demandes de notre feuille de route que nous avons votée au Parlement européen, d'une part, c'est-à-dire regard d'un expert extérieur, moi ça ne me fait pas peur, hein. Les conseils extérieurs, tant que vous voulez, je les prends. Ça a été un trop gros fardeau de porter tout ça depuis 2014. Donc je les prends, les conseils. Tout à fait. Et manifestement, on peut tout mettre sur la table. Il y a un truc qu'il ne faut pas toucher. Intouchable. La confidentialité. Parce que jamais on ne fera sortir la parole des victimes si ça n'est pas confidentiel. Deuxièmement, il y a des trous dans le filet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre comité doit pouvoir agir à chaque fois qu'un député est sur la sellette. Mais ça veut dire que les stagiaires peuvent aussi pouvoir porter plainte. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Troisième point, nous allons mettre un réseau de personnes de confiance dans la proximité pour pouvoir libérer la parole. En fait, mon axe fort maintenant, c'est d'une part de libérer la parole des victimes. C'est pas que je veux plus de travail dans le comité, c'est que je veux que les victimes soient mieux prises en charge. Et deuxièmement, je veux continuer à améliorer, à professionnaliser le travail du comité pour pouvoir traiter les affaires plus rapidement. Mais enfin, ce qui est le plus difficile, et je vous le dis parce que j'ai entendu plusieurs remarques et là, la distinction n'est pas faite, c'est que, vous avez bien compris, le Parlement a été condamné parce qu'il n'avait pas de démarche interne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sanctions internes, et il y a des sanctions internes contre les députés, y compris la notification, l'annonce en public, en session plénière, des sanctions prises contre les députés. Et ça, pour un élu, il faut l'avaler. Mais aussi, il faut vraiment que les députés comprennent que ce délit, élu ou pas, c'est un délit pour tout le monde et que les sanctions doivent être lourdes et évoluer en ce sens. Alors c'est très intéressant, je suis obligée de vous interrompre. Bon, je passe la parole à Juliette Clavière, qui est experte auprès de la Fondation Jean Jaurès et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et notamment sur les comparaisons entre le Parlement européen et ce qui se passe au niveau du Parlement français. Alors vous parliez justement de sanctions prises au niveau des instances européennes. Je crois qu'on en est très très loin ici, je peux me tromper, je vous laisse la parole. Oui, merci. Je veux à mon tour remercier Libération et Madame la sénatrice Bembessa de l'avoir organisé cette rencontre. Effectivement, moi, dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès, j'ai été amenée à faire cette étude, ce benchmark, comme on dit. Il se trouve que je connaissais et je connais bien Elisabeth Morin-Chartier et qu'effectivement, depuis quelques années, elle me parlait de la mise en place du système et tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, et en France, que se passe-t-il ? Premier constat, c'est pas facile de le savoir. Donc j'ai été assez heureuse d'entendre les propos optimistes de Florence Faye. Je pense qu'effectivement, depuis très récemment, il y a peut-être une prise de conscience et une accélération, mais ça reste quand même très compliqué de savoir ce qui se passe. Et ce qui m'a frappée, c'est que pour avoir interrogé un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, les gens ne savent pas. Mais quand je dis les gens, c'est aussi les collaborateurs, aussi les administrateurs et aussi les parlementaires. Il y a quand même une méconnaissance globale du peu qui existe. Comme je pense qu'il y a une méconnaissance des textes. Et donc, effectivement, quand on a un petit peu raillé à l'Assemblée nationale le fait qu'une des réactions du président avait été d'afficher dans les couloirs le rappel des dispositifs, c'est vrai que ça ne peut pas servir
à la lutte complète, mais c'est quand même un préalable absolument indispensable, puisque ça pose quand même les termes du débat. Donc c'est pas facile d'avoir des informations, mais on en a quand même. Alors effectivement, pour aller plus précisément à la question de la sanction, parce que beaucoup de choses ont quand même été dites depuis ce matin, et notamment sur la nécessité d'une prévention, sur la nécessité d'une formation, sur la nécessité d'une information. Juste au passage, quand même, tout ça demande des moyens, et ça je crois qu'il faut le dire et le redire. Une des grosses difficultés qu'il y aura dans la mise en œuvre de tout ce qui est quand même un peu sur le papier à l'heure actuelle, ce sont les moyens. Voilà, donc il y a un moment, c'est quand même, il faut pouvoir le dire. Donc peut-être juste revenir 2 secondes sur Assemblée-Sénat, ce qui a été fait. L'Assemblée nationale a en 2013 effectivement fait un choix de confier la prévention contre le harcèlement, alors moral et sexuel, hein, les deux étaient liés, à la déontologue qui à l'époque était un déontologue, et à une deuxième personne qui était représentante de l'administration, qui était un référent et qui était à la fois rattaché à l'administration auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale et à la fois auprès du déontologue. Pour faire court, ces 2 personnes n'avaient pas de moyens supplémentaires, n'étaient pas formées, et je crois que ça a été dit déjà ce matin par des collaboratrices parlementaires. Elles-mêmes se sont retrouvées dans une situation qui en fait était extrêmement compliquée, parce que n'ayant pas vraiment les moyens, leur mission de toutes les façons étant d'informer et d'accompagner les victimes, mais pas de mener d'enquête. C'est-à-dire en fait c'était d'amener les victimes éventuellement après à saisir la justice. Mais on ne faisait pas le travail interne. Donc ça ne ressemblait pas à ce qui se passe au Parlement européen. Là, ça pose un premier sujet. Le choix du déontologue, c'est le choix d'une personnalité indépendante pour traiter ce sujet-là. On voit bien que le choix qui est fait au Parlement européen, c'est le choix au contraire d'une instance paritaire qui mêle des parlementaires, qui mêle des représentants juridiques, du monde médical, et aussi des représentants des collaborateurs, même si je sais qu'il y a un sujet sur la composition actuellement. Mais ça veut dire que c'est un dispositif internalisé au Parlement, et qui est mixte, qui comprend des parlementaires, des collaborateurs, et j'allais dire des professionnels, en tout cas des gens qui peuvent apporter. Le choix de l'Assemblée n'est pas celui-là. Donc il y a une vraie question. Est-ce qu'on reste sur quelqu'un de l'extérieur, parce qu'on pense que l'indépendance prime, et que c'est ça qui compte, ou est-ce qu'on dit bah non, il y a quand même un intérêt à ce que les gens à l'intérieur aient connaissance des cas, en entendent parler et à réagir, parce que c'est aussi, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu, un moyen d'acculturation et de prise de conscience. Si vous dites ah bah non, les questions de harcèlement, il ne faut surtout pas que les parlementaires en entendent parler quand il y a des cas concrets, parce que s'ils s'en occupent, on va considérer qu'ils sont jugés partis, vous prenez quand même un risque, que du coup les gens ne se sentent pas concernés. En tout cas, on considère que c'est des individualités, mais que ça n'est pas la structure, et c'est un débat qu'on a vu émerger, hein, la structure ou les individus. En fait, la structure et l'individu, bien sûr, dans la prise de responsabilité. Et donc, je pense que c'est un premier sujet qui est sur la table. Je comprends qu'au Sénat, effectivement, on est sur quelque chose qui est un peu plus proche, pour l'instant en tout cas, du Parlement européen, puisque la structure qui a réfléchi, le groupe de travail qui a commencé à réfléchir en janvier 2017, était paritaire, et que l'idée, c'est quand même de mettre en place une structure d'écoute qui reste paritaire, si j'ai bien suivi, parce que même là-dessus, les infos n'étaient pas très faciles à obtenir. Mais donc, ça pose un débat. C'est interne, externe, qui compose. Bon, il y a des solutions qui commencent à émerger, elles sont intéressantes. De toute façon, je pense que une des solutions, c'est ce qui a été mentionné, c'est évidemment l'idée d'un audit régulier pour faire le point et pour se dire, bah là, on n'allait pas dans la bonne voie, là, on va dans la bonne voie, et ça paraît effectivement assez déterminant. Moi, je note que tout le monde a demandé des audits. Ça, au moins, je l'ai trouvé à l'Assemblée, au Sénat et évidemment au Parlement européen. Donc, il y a cette idée d'avoir des structures, il y a effectivement ce que j'ai dit, la prévention, etc. Et puis, admettons qu'une enquête ait été diligentée, qu'on arrive effectivement à la conclusion qu'il y a eu un cas de harcèlement. And so what? Qu'est-ce qu'on fait une fois que... Non mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Le code du travail, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez, le code du travail dit des choses très précises. Il y a une responsabilité de l'employeur de mettre fin et de sanctionner. Et sanctionner à l'intérieur, c'est-à-dire que indépendamment du cas où on saisit la justice. Hein, l'article, je ne sais plus, c'est le 1156
porté atteinte à la dimension de son mandat, au sens où on lui interdit de siéger pendant quelques jours, on lui interdit de représenter l'institution, il a des pénalités financières. Ça, c'est un premier étage, mais qui effectivement n'est pas encore abordé. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler du côté de l'Assemblée nationale. Et le groupe de travail qui avait un peu réfléchi au sujet ne l'a pas mis dans ses préconisations, puisqu'il y avait un groupe de travail qui avait été lancé, je crois, par François de Rugy, qui était plus large, qui était sur les collaborateurs en général. Ils y ont arrimé la question du harcèlement, parce qu'elle n'y était pas au départ, donc ils ont arrimé la question du harcèlement. Il y a eu un pré-rapport qui a été présenté au bureau de l'Assemblée nationale en décembre, qui a fait une proposition 7, qui est une proposition qui dit formation à formation, plan de prévention, et puis on fait un audit. Mais les sanctions, on ne sait pas où ça va. Il y avait eu quand même une petite mèche d'allumée par le précédent déontologue qui avait dit oui quand même, bon, c'est quand même pas très normal, l'opinion publique ne comprendrait pas très bien qu'un parlementaire ne soit pas sanctionné si il est évidemment reconnu coupable de fait de harcèlement. Mais enfin, pour autant, il ne faudrait quand même pas qu'on attire trop l'attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'un cas individuel puisse entraîner quand même toute l'institution. Donc on sentait qu'il n'était pas très à l'aise avec le système, et il voulait passer par la notion d'exemplarité, pour dire, bon, il a porté atteinte à l'exemplarité, donc on devrait pouvoir s'en sortir comme ça. Je pense que c'est un vrai changement de paradigme qu'il faut quand même par rapport au harcèlement. C'est pas juste de l'exemplarité, c'est quand même de dire, non, là vous avez fait quelque chose qui est pénalement répréhensible. Donc voilà, donc on peut avoir ces mesures en interne. Après, il y a un autre cas qui est compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait du mandat? Parce que le mandat, il ne tombe pas tout seul. Il y a un problème. Alors, il y a la levée d'immunité, qui est déjà une première étape. Là, on se situe dans le cas d'une action en justice, qui est une première étape. Et là, on a vu des déclarations, mais on attend de savoir comment elles se concrétisent, puisque François de Rugy avait dit à l'automne, moi, je considère que dans des cas où un parlementaire serait mis en cause devant la justice, etc., l'immunité ne saurait être un obstacle à la révélation de la vérité devant la justice. Par ailleurs, derrière, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais enfin, en tout cas, il l'a dit. Bon, je pense qu'après, ça veut dire que lui, comme président, quand la question se posera, aura une attitude qui est claire. Donc, il y a la question de l'immunité, mais ça, j'ai l'impression que ça bouge un peu. Et après, il y a qu'est-ce qu'on fait quand un parlementaire est effectivement, vraiment dans un cas où il est condamné judiciairement, condamné pour harcèlement. Alors, il y a eu une évolution récente dans la loi du 15 septembre 2017, qui est la loi sur la confiance dans la vie politique, où il a été reconnu que sur un certain nombre de délits, on avait une peine obligatoire complémentaire d'inéligibilité. C'est très récent. Donc, dans les délits qui étaient identifiés, il y a eu le harcèlement. Pour la petite histoire, c'est au Sénat que la question d'ajouter le harcèlement, parce que tout le reste était des délits financiers, quasiment. Donc, le fait d'ajouter le harcèlement, c'est Laurence Rossignol qui l'a porté ici, ancienne ministre et sénatrice socialiste, et la position du gouvernement à l'époque avait été de dire qu'il s'opposait pour des raisons de sécurité juridique. Le texte a été retravaillé et, in fine, il se retrouve dans la loi. Donc, on a quand même un élément quand la personne est condamnée. Alors, vous pouvez me répondre, et c'est vrai, oui, enfin, vu les délais, il y en a qui pourront échapper quand même, en fait, à la condamnation d'inéligibilité. Ça ne protège pas sur le moment, ça peut être très long, etc. Il y a une autre question qui est quand on est en cours de mandat, ça protège pour l'avenir, ça ne protège pas. Alors quand on est en cours de mandat, il y a quand même une possibilité, puisqu'il y a un article dans le code électoral LO 136 qui évoque effectivement la possibilité que quand on a été condamné à une peine qui est accompagnée d'inéligibilité en cours de mandat, on peut demander la déchéance. Mais il faut que la condamnation soit définitive, c'est-à-dire que si on a été à tous les échelons possibles de l'appel, etc., et ben effectivement, on arrive souvent un petit peu tard. Donc, il y a une disposition qui existe, qui est récente, qui est intéressante, mais quand on voit le temps de la justice, on se dit, bon, c'est pas complètement opérationnel, et donc ça renvoie à ce qu'on envisageait avant, c'est-à-dire il faut quand même que l'institution soit en mesure de dire quelque chose et de marquer à travers une sanction l'élu ou les élus qui sont concernés. Et peut-être dernier point pour ne pas être trop longue, qui rejoint des choses qui ont été dites, le changement de paradigme qui me paraît absolument indispensable
moi, les rapports que j'ai vus, il n'y a jamais de chiffres. Voilà. Je ne dis pas des noms, je dis des chiffres. Hein. Pour l'instant, je dis des chiffres. Après, les noms, nécessairement, à un moment, ils sortent, parce que si on veut sanctionner quelqu'un, et si on veut le sanctionner, il faut quand même qu'on dise à un moment qui c'est. Donc voilà, évidemment, il faut la confidentialité absolue pour les victimes. Ça, c'est à elles et à elles seules de dire si elles entendent que leur nom sorte ou pas. Ça, on est bien d'accord. Évidemment, pour les agresseurs, il y a un moment où il faut que les choses soient sur la table. Et évidemment, on ne peut pas avoir de sanctions si on ne peut pas dire les noms, et on ne peut pas comprendre le phénomène. Et je pense vraiment qu'il y a matière, franchement, à ce que les chiffres soient connus, parce que après on est dans des relations totalement fantasmagoriques sur tous les sujets, et on dit des choses en l'air. Je tiens à rappeler quand même les chiffres que je donnais ce matin, mais parce que je pense qu'ils sont vraiment très très éloquents. Donc je reviens sur cette étude statistique qui est publiée sur le site du ministère de l'Intérieur, qui s'appelle l'étude Virage, et qui a été faite en 2015, et qui est une des toutes premières approches statistiques en la matière. Quand on cumule dans le monde du travail, hein, c'est parce que j'ai assimilé en fait évidemment les assemblées au monde du travail. Si on cumule la définition du harcèlement sexuel et celle des contacts imposés, qui donc relève plus de l'agression sexuelle, puisqu'il y a contact, vous avez 323 000 plus 128 000, on est quand même à quasiment 450 000 personnes concernées en une année. Donc moi je considère que là il y a quand même un sujet et que donc la transparence est absolument indispensable. Merci à vous. On va passer on a commencé un peu en retard, donc on a encore quelques minutes pour la salle pour les questions. Alors j'aimerais savoir si vous avez des questions à poser. Je crois qu'il y a un micro qui doit circuler. Madame. Oui, j'avais un commentaire et puis une question pour Madame Morin-Chartier, sans vouloir faire un débat bruxellois. Mais on connaît votre engagement personnel sur la question, mais vous avez parlé uniquement du harcèlement moral. Vous avez donné la définition de ce qu'est le harcèlement moral et des cas qui ont été sanctionnés au Parlement qui ont été uniquement des cas de harcèlement moral. Donc notre question, c'est pourquoi on n'a pas de cas de harcèlement sexuel qui sont déposés devant votre instance. J'avais une question donc, qui était par rapport à votre engagement dans votre famille politique, puisque vous venez de dire à titre personnel que vous êtes en faveur d'une évaluation externe au Parlement européen, mais ce n'est pas la position de votre famille politique. Alors comment allez-vous travailler dans votre famille politique pour qu'on ait cette évaluation externe, surtout si elle se fait dans d'autres assemblées, en France, au Canada ou ailleurs? Comment travailler aussi sur la demande de formation obligatoire des députés? On accepte la formation obligatoire pour le personnel, les contractuels, mais les députés sont résistants à cette formation obligatoire. Et enfin, sur la question de la transparence, comment allez-vous mener aussi le combat de la transparence pour la publication des statistiques? Merci. On va peut-être prendre plusieurs questions, comme ça on y répondra ensuite. Et on prendra là-bas. Vous l'avez plus ou moins abordé, mais je voudrais juste qu'on y revienne, parce que moi j'entends toutes les sanctions qu'il peut y avoir à partir du moment où les responsables sont condamnés. Mais en fait, c'est un cas qui est extrêmement minoritaire, la condamnation, puisque aujourd'hui en France, toutes les statistiques sont conformes pour dire qu'on est à 1% de condamnation. Ça veut dire qu'il y a 99% de gens qui sont des gens qui commettent des violences sexuelles et qui ne sont jamais condamnés. Et d'ailleurs, on souffre de ce flou, parce que voilà, on utilise ça, alors qu'en fait, le flou, il est plutôt du côté des victimes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de victimes qui ne sont pas reconnues comme victimes. Et j'ai l'impression que à chaque fois que c'est politique, on se dit on va attendre la loi, enfin il faut que la loi décide quelque chose, et pas la loi, pardon, mais il faut que la justice condamne pour que... et donc, la question, c'est comment on fait en amont pour arrêter des gens qui ont des comportements... comment on fait pour suspendre sur la base d'une sanction disciplinaire à l'intérieur d'une institution quand il y a une enquête sérieuse qui a été menée en interne et qui prouve qu'il y a des faits concordants et avérés. Merci. On va prendre une dernière question là dans la première. Moi, je suis juste étonnée parce que c'est quand même les sénateurs et sénatrices qui, en 2012, ont travaillé plusieurs semaines sur la nouvelle loi sur le harcèlement moral et sexuel. Donc, j'espère bien que ceux qui ont établi, voté, travaillé sur cette loi la connaissent, et que les nouveaux sénateurs, sénatrices nouvellement élus qui n'ont pas participé au débat ont eu au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures ou un quart d'heure pour lire et relire ce texte. Je suis un petit peu étonnée. Et sinon, Madame Morin-Chartier, je voulais savoir en pratique, ce temps-là, combien de temps y consacrent vos
aux députés. Je veux dire, je suis étonnée qu'il y en ait si peu qui s'attellent à cette tâche et ils siègent en commission pour étudier les cas, combien d'heures par mois ou par semaine, et pourquoi il n'y a pas plus de volontaires, que ce soit plus étoffé, voilà. Parce que plusieurs avis valent mieux qu'un, et sinon, moi je suis étonnée qu'on soit prêt à donner de l'argent pour faire un audit, payer plutôt des psychologues, des salariés, des personnes qui sont compétentes pour aider les gens et recueillir leurs paroles, plutôt que de payer des gens qui font des audits, puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est mon opinion, merci. Merci, donc on va donner la parole... on va commencer par Mme Morin-Chartier, puisque vous étiez interpellée directement. Bien volontiers sur l'ensemble des questions. Il y a des cas, essentiellement, vous avez raison, des cas de harcèlement psychologique. Je dis essentiellement, parce que je peux vous dire que ça ne nous a pas échappé qu'une plainte déposée pour harcèlement psychologique pouvait cacher du harcèlement sexuel. C'est notre travail de le faire ressortir. Et ça a été le cas. Deuxième point, comment est-ce que je m'y prends dans mon parti politique, dans mon groupe politique? Bon, moi, ce que je vous ai dit, c'est ici ce que je fais en tant que présidente du comité de lutte contre le harcèlement au nom du Parlement européen. Donc, nous faisons suivre en même temps l'ensemble des partis politiques. Nous nous sommes répartis entre questeurs d'aller intervenir dans tous les partis politiques. Vladimir Manka est mon collègue très proche qui le fait aussi dans votre parti. Ce n'est pas forcément d'ailleurs le collègue du parti politique qui va dans son parti politique parler à ses pairs. Ça peut être quelqu'un d'un autre parti politique qui vient parler dans sa parti politique. Nous allons parler dans tous les partis politiques sur ce qu'est le harcèlement, sur les problèmes de comportement, la démarche, le soutien, le risque, les sanctions et le soutien du Parlement européen aux victimes qui veulent continuer à poursuivre en justice le harceleur. Ça, j'ai oublié de le mentionner, c'est pas neutre quand même, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, bien sûr, mon groupe politique, il fait partie de ce mouvement. Mais je vais vous dire une chose. Au Parlement européen, c'est pas un problème de droite ou de gauche. Des cas, il m'en vient de tous les groupes politiques. Mais ce que je peux vous dire, j'ai beaucoup plus à affronter un problème multiculturel. Parce que le seuil de tolérance du bosniaque n'est pas le seuil de tolérance de la suédoise. Et au niveau du Parlement européen, nous vivons tous ensemble. Et nous vivons tous ensemble pendant 4 jours par semaine. Donc vous voyez que ces frottements culturels, ce multiculturalisme est extrêmement important. D'autre part, nous avons un Parlement, j'ai vu Guillaume Balas qui arrivait par là, Guillaume, non, qui est mon collègue aussi au Parlement européen. On a plus de 40% de femmes depuis plusieurs mandats, des femmes beaucoup plus jeunes depuis longtemps. Même les nouveaux États membres ont élu des femmes jeunes. Donc dans tous les groupes politiques, vous avez de la jeunesse, beaucoup de femmes. Et nous, si je peux vous donner un tout petit truc, on a pris au niveau du PPE une disposition un peu maligne. On a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait moins de 30% du groupe minoritaire. On n'a pas dit qu'il fallait 50% de femmes, 50% d'hommes. Mais en disant pas de moins de 30% du groupe minoritaire, les hommes ont compris qu'ils pouvaient tomber à 30%. Et là, du coup, ils ont complètement changé de vision sur la nécessité d'une parité. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient basculer du jour au lendemain, chers collègues, dans l'état où nous vous mettons aujourd'hui, seuls à cette tribune. Alors, je voudrais passer la parole à Roxane Lundip sur la question évoquée des sanctions disciplinaires intra-parti, qui me semble être une question importante. Oui, c'est une question extrêmement importante parce que la question s'est posée pour nos mouvements des jeunes socialistes. Parce que nous avions des victimes, nous avons le
témoignages de victimes qui n'avaient pas porté plainte. Et je pense que c'est essentiel aussi de faire sauter ce verrou intellectuel, qui est un verrou très culturel aussi, l'idée selon laquelle on est victime à partir du moment où on a porté plainte. Il y a la question de l'accompagnement des victimes pour offrir les débouchés juridiques qu'il faut apporter dans le cas de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol, bien sûr, mais il y a aussi la question de notre responsabilité collective, parce que nous sommes partis d'un constat simple, c'est que nous ne sommes pas un tribunal, le mouvement des jeunes socialistes. En revanche, militer est un droit. Militer est un droit et nous devons tout faire pour protéger ce droit pour les militantes. Ça n'est pas un droit pour les agresseurs sexuels qui mettent en danger des femmes au sein de notre organisation. Et donc nous nous devons d'assurer la protection de l'ensemble des militantes et des militants. Nous nous devons de prendre les sanctions nécessaires quand elles empêchent des militantes, en tout cas, d'être protégées dans leur organisation politique. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il y ait des débouchés juridiques derrière, nous faisons tout pour les accompagner. C'est le rôle d'ailleurs des personnes de confiance de créer un lien de confiance, d'accompagner les victimes et de les accompagner quand il y a lieu pour porter plainte. Nous faisons tout d'ailleurs en ce moment pour faire une collecte financière pour aider les victimes à porter plainte auprès d'un cabinet d'avocats. En revanche, nous n'attendons pas d'arriver là. Donc il est essentiel pour nous de porter ce combat en interne. Donc nous avons un certain nombre d'échelles de sanctions qui ont été mises en place. La priorité, c'est bien sûr de laisser ce qui est de l'ordre du pénal dans le domaine du pénal et d'être des accompagnants dans ce processus-là. Bien sûr, ça n'est pas à nous d'obliger les victimes à aller porter plainte. C'est une démarche personnelle que nous devons encourager, accompagner. Ça n'est pas notre rôle. En revanche, dès qu'il y a suspicion qu'un camarade, comme nous disons, qu'un militant est concerné par des actes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, il est de notre responsabilité de mener une enquête et de faire en sorte d'écouter les victimes pour ne plus jamais laisser ce genre de choses se perpétrer dans notre organisation. Donc qu'il y ait harcèlement sexuel, c'est 2 ans de réclusion, agression sexuelle, c'est 5 ans, viol, c'est 15 à 20 ans, c'est de l'ordre du pénal. En revanche, dès qu'il y a même comportement sexiste répété, rapporté par plusieurs militantes, nous devons d'avoir une conversation sérieuse avec le militant concerné et de prendre les mesures nécessaires qui vont du simple rappel à l'ordre jusqu'à l'exclusion quand cela doit être le cas, et nous avons des cas d'exclusion qui n'ont pas été jusqu'à des procédures en justice. Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Une question, là, je vois, le micro est... Bonjour à toutes et à tous. Moi, ma question, c'est sur les perspectives, parce qu'on a parlé des cas individuellement dans les différentes organisations. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment se mettent en place les cellules d'écoute, les sanctions, etc. Mais je pense que sur les droits des femmes en général, sur les violences sexistes et sexuelles, il faut aussi qu'on se batte collectivement. Et ça a été rapporté souvent justement dans des livres sur les questions des femmes en politique, etc. Et là, j'ai pas vu en fait sur comment on fait en tant que tel, en tant qu'organisation, comment par exemple les organisations internes féministes peuvent se rapprocher. Par exemple, moi je suis co-animatrice du livret Égalité Femmes-Hommes de la France Insoumise et on est en train de mettre en place justement des cellules d'écoute, etc. parce qu'on est un peu neuf, mais nous aussi, on est confrontés comme partout et on n'est pas perméable à la société à des violences sexuelles et sexistes. Et donc on est en train de construire ça et donc on va voir les différentes organisations pour voir comment elles ont mis des choses en place pour ne pas reproduire des problématiques qui ont pu être mises en place avant, enfin, pour pouvoir avancer plus rapidement sur ces questions-là. Et en revanche, moi, je me confronte quand même sur le fait qu'il n'y a pas de réel lien en fait, entre nous. Par exemple, il y a des interorganisations associatives, il y a des interorganisations syndicales, mais en revanche, politique, ça n'existe pas vraiment. Et ça pose en fait, vous devriez prendre vos numéros de téléphone respectifs, parce que je vois que Laetitia Avia est là pour En Marche, qui est aussi en train de se monter, comme la France Insoumise. Vous êtes dans 2 organisations un peu jeunes. Mais vous avez les Verts et le PS, je pense que vous pouvez vous organiser. Oui, mais c'est ce que je demande justement. Là, on a parlé des choses individuelles, mais on n'a pas parlé de collectif. Et le collectif, c'est important parce que même si on est 39% de femmes à l'Assemblée nationale, c'est 3% des paroles qui sont réellement prises. C'est quasiment pas de femmes qui sont en responsabilité sur des questions, etc. Et je trouve que c'est problématique et ces questions-là, si on ne les prend pas collectivement, on ne changera pas réellement la politique. Ça fait justement, on en a discuté depuis ce matin, des dizaines d'années, des siècles qu'on est en train de se poser de ces questions, se faire changer de camp la honte, etc. Mais si on ne s'y prend pas collectivement et qu'on est tous en train de parler de nos petits trucs qu'on fait sur le côté, on n'y arrivera pas. Donc moi, j'ai envie de savoir quelle perspective on se donne collectivement en dehors des
problématiques partisanes qu'on peut avoir des différences, mais je pense que sur ces questions-là, on a quand même pas mal de choses, et moi j'ai envie qu'on entende ça, et ce que j'attendais de cette table ronde. Voilà. Merci. Alors, je vais donner la parole à Rachid Temal qui est d'accord avec vous pour le coup et qui va vous donner, je pense, sa perspective au moins. Non, mais c'est bon, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un point d'accord. Je pense qu'à un moment, il faut savoir dépasser effectivement ce que nous portons, parce que quand l'essentiel est en jeu, je pense qu'on peut le dépasser. Donc, aujourd'hui, pour le partialiste en tout cas, et avec toutes les autres organisations, il n'y a pas de souci à travailler ensemble sur ces questions-là et faire des propositions. En tout cas, moi, je parle pour mon organisation. Après, chacun gère la sienne. Donc, nous sommes ouverts effectivement à dépasser le cadre partisan. Et faire que sur cette question-là, on puisse collectivement porter des choses, notamment moi au Sénat, avec Esther et d'autres encore une fois dans les autres assemblées. Et juste un point, oui, après c'est vrai que je réponds à une question tout à l'heure sur, moi je suis jeune sénateur puisque j'ai été élu en septembre dernier, et c'est vrai qu'il n'y a pas de formation, et il serait bon, comme au Parlement européen, même si ce n'est pas encore activé, qu'on puisse effectivement au Parlement français, notamment au Sénat, avoir ce type de formation, je pense serait intéressant pour nos collègues. On posera les questions un peu plus tard parce que là, il faut qu'on enchaîne sur le débat suivant. Je remercie chacune et chacun de nos intervenants. Merci à vous.